Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Vulcan. On va parler de la semaine 21, c'est-à-dire la semaine qui va du 22 mai au 28 mai. En début de semaine, sur la partie projet, j'ai travaillé essentiellement sur le jeu de rôle que je souhaite mettre au point pour la JDR Academy, Horror Academy, donc ça permettrait de faire des one-shot, mais en laissant un petit peu la chance aux joueurs de pouvoir faire des confrontations même contre des créatures innommables et indicibles. L'idée serait de quand même leur donner une chance et un espoir de pouvoir s'en sortir contrairement à d'autres jeux. Et dans ce cadre, j'ai continué à travailler sur mon projet de scénario, on va dire contemporain futur d'anticipation, un peu SF, autour du tourisme spatial. Cette semaine, j'ai lu Cursed, donc un jeu de rôle de Kobayashi, très sympa, c'est de l'OSR, donc Old School Revival. Ça permet de jouer rapidement de l'horreur où l'être humain lutte contre des forces supérieures. On retrouve des idées très intéressantes, notamment une table des professions qui permet de rapidement créer les personnages dans un contexte de jeu. On retrouve aussi une gestion d'équipement en cases, un petit peu à la façon de Green Dawn Mall pour ceux qui connaissent. C'est toujours une bonne idée quand on souhaite limiter l'équipement sans partir sur des calculs complexes de poids ou de combien de kilos puis-je porter avec mon personnage, c'est toujours un peu abstrait, donc l'idée de répartir ça sur des cases est plutôt intéressante. On retrouve aussi un dé de menace qui est une super idée je trouve pour ajouter des rebondissements aléatoires à l'histoire, donc je vais pas trop détailler pour ne pas non plus spoiler complètement le jeu, mais ça permet de varier les intensités de réussite et de ramener de la tension via l'aléatoire, donc ça c'est plutôt intéressant dans un jeu qui veut absolument s'orienter horreur. Au niveau des gestions de peur dans Cursed, c'est très intelligent j'ai trouvé, c'est quelque chose que je cherche à mettre souvent en place dans des systèmes d'horreur, c'est-à-dire les trois grands types de réactions face à l'horreur qu'on peut retrouver, donc la violence, la fuite, la prostration. Ici les actions sont à cocher, on retrouve une quatrième option, on va dire un petit peu, qui c'est serrer les dents, et une fois toutes les actions cochées, le personnage subit un contre-coup. On va retrouver aussi le principe des coups tordus, c'est-à-dire un petit peu tous les coups, on va dire hors norme lors d'un combat qui sont gérés grâce à l'application du même principe que le dé de menace. Plutôt simple, plutôt élégant. On trouve une liste de sorts qui, comme la liste des professions, va donner un contexte assez fort pour justement envoyer les joueurs dans l'histoire qu'on souhaite leur faire jouer. C'est plutôt à double tranchant, mais les sorts sont beaucoup plus utilitaires que dans d'autres jeux comme l'appel de Cthulhu. Et bien sûr, on insiste sur le concept d'inquiétante étrangeté ou unleash, l'idée de faire surgir l'horreur et le surnaturel d'une situation du quotidien plutôt que d'utiliser des jumpscares ou d'autres artifices. J'ai aussi lu un article très intéressant qui parle de Google et de comment ils comptent tuer les cookies tiers dans Chrome. Alors les cookies, donc ces petits fichiers déposés sur l'ordinateur qui permettent de garder en mémoire certaines choses comme vos informations de connexion, ce genre de choses, mais aussi du coup qui ont été utilisés par la pub et le marketing pour garder en fait l'historique un petit peu de la façon dont vous naviguez, dont vous consommez. Donc c'est ce qui provoque et ce qui est à la base de la publicité ciblée et qui est en gros dans le viseur de beaucoup d'instances de régulation des données personnelles, et donc Google a décidé de les supprimer, mais bon, pas de surprise, hein, ils souhaitent mettre autre chose en place pour continuer à vendre les informations personnelles des gens. Sauf que là, on va avoir en gros une sorte de sandbox qui tournerait dans Google Chrome, qui donnerait un profil global à l'utilisateur par rapport à ses habitudes de navigation sur Internet, et c'est juste ce profil-là qui serait partagé avec des tiers. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que déjà, ce soit Google qui commence à nous dire dans quelle case on vit, et dans quelle case on est. Déjà, généralement, mettre des gens dans les cases, c'est souvent une très mauvaise idée. Et ensuite, cette analyse qui va être faite, elle est quand même, soit ils récupèrent les données pour faire l'analyse, et donc on a toujours le problème des données personnelles qui partent quelque part, soit ils font l'analyse directement sur le PC, et ensuite ils ouvrent via des API ou des web services, et je crois que c'est plutôt ça qu'ils ont choisi, l'accès, en fait, au profil qui serait stocké plus ou moins dans le navigateur ou ce genre de choses. Donc là, on est sur un truc un peu particulier en termes de sécurité informatique. Pour le moment, on va voir ce que ça donne, hein. Là, ils ont prévu de supprimer pas mal de cookies, mais ça doit se faire progressivement au fur et à mesure du temps, donc je crois qu'ils doivent commencer à supprimer les cookies tiers à hauteur de 1% des navigateurs web à partir du premier trimestre 2024, donc on n'est pas non plus rendu à la fin des cookies demain. Cette semaine, j'ai vu une bande-annonce de jeu vidéo qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Blasphemous 2. Franchement, j'ai bien accroché là-dessus. Ça sent le roguelike Castlevania, enfin Metroidvania à plein nez, et franchement, ça a tendance à bien me botter. L'ambiance a l'air d'être un petit peu
gothico, Dark Soulesque, voire Bloodborne-esque. Donc à garder sous la main parce que je pense que c'est un jeu qui va finir par me tenter. Autre chose que j'ai vu cette semaine, une vidéo sur YouTube qui s'appelle Best Practice to Organize Your Computer Files. Des bonnes idées quelque part. Bon, c'est un peu classique. On va retrouver en fait un système qu'on a déjà vu si vous avez suivi les derniers épisodes. Je crois avec une vidéo de Zolst qui parlait des différentes méthodes d'organisation des notes. Donc là, on va se retrouver sur une méthode qui est proche de ce qu'on appelle le Johnny Decimal System, c'est-à-dire que tout va être préfixé par des nombres 0, 1, 2, etc. pour garder les dossiers dans l'ordre et pour leur mettre un ordre de priorité. On va quand même retrouver des informations qui sont assez sympathiques et notamment la façon dont elle organise un petit peu ses dossiers, ses sous-dossiers pour la partie travail, pour la partie personnelle. Rien que le fait de voir un petit peu ce qu'elle peut mettre et ce qu'elle entend mettre dans différents dossiers, dans les différents compartiments de sa vie, en fait, ça peut donner des idées si vous avez décidé de créer un système de rangement un petit peu de votre documentation, de vos notes et de vos fichiers sur votre ordinateur. Et un point que je trouve intéressant sur lequel elle appuie aussi, c'est que le bon nommage d'un document doit comprendre la date et le nom du projet auquel est associé ce document, voire le nom de la réunion si c'est un document de travail, mais ça permet de pouvoir resituer rapidement dans la temporalité et dans le contexte le document. Cette semaine, j'ai écouté pas mal de choses, j'ai écouté notamment le dernier épisode de la saison 1 de Late Night Stories, donc très très sympa, je vous laisse découvrir. Personnellement, ça m'a fait beaucoup penser à ce qu'on peut faire sur des nouvelles un petit peu dans les jeux de rôle de type Monde des Ténèbres, donc Monde des Ténèbres, Vampire Masquerade ou Chronicle of Darkness avec Vampire Requiem. Ça va pour les plus littéraires d'entre vous faire résonance avec les nouvelles et les livres d'Anne Rice par exemple. J'ai aussi écouté Raiders of Star Wars l'épisode 6 créé par Riley, mon collègue de la JDR Academy. C'est toujours très fun et là pour le coup c'est assez exceptionnel la poisse qu'ils ont au dé tout au long de la partie. Franchement, chapeau. Au bout d'un moment, normalement ça quand même a tendance à énerver et là c'est quand même plutôt bien mené, plutôt intéressant et les gens gardent le sourire, donc c'est plutôt cool. Ce que j'ai écouté d'autre aussi, c'est je me suis fait les différents épisodes de Relife. Je me suis fait 3 derniers épisodes de Relife. Relife, c'est un podcast que j'aime beaucoup sur d'autres façons de s'organiser, de planifier dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, de se questionner un petit peu sur nos habitudes à la technologie et sur ce qu'on peut faire avec les différentes applications qui sortent et autres. J'ai trouvé pas mal de résonance à écouter ce podcast sur mes propres habitudes, mes propres pratiques et franchement, si vous aimez un petit peu ce genre de choses, je vous invite à les écouter. Surtout que dans ces podcasts, notamment dans le dernier épisode que j'ai écouté qui parlait un petit peu du budget, eh bien ils font référence à un autre podcast que je suis allé voir qui s'appelle Richissime, qui est un podcast qui parle d'argent. Mais alors la petite, on va dire, originalité, c'est que déjà c'est un podcast qui parle d'argent mais qui est tenu par une femme, ce qui est plutôt rare parce que je sais pas si vous avez beaucoup de pubs ou autres, mais à chaque fois qu'on vous parle d'investissement et autres, c'est généralement un homme blanc en costume qui vous fait des propositions ou qui vous parle, donc pour le coup là ça change un peu et il y a des épisodes qui ont bien résonné en fait par rapport à ma vie personnelle, notamment comment mieux répartir les finances dans le couple et que ce soit une femme qui parle de ça, je trouve ça intéressant, c'est quelque chose qui a bien résonné pour moi. Dans les autres podcasts, il y avait aussi les 8 erreurs qui rendent votre budget inutile, donc comment faire un budget, à quoi sert un budget, est-ce que le budget c'est la solution à tout ou non, donc toutes ces questions elle se les pose et elle nous les pose et elle apporte des réponses, donc c'est plutôt intéressant. J'avais aussi écouté son épisode sur comment anticiper financièrement l'arrivée d'un enfant et alors il y a plein de choses qui sont pas forcément réalisables dans mon quotidien ou dans ma vie à moi, mais il y a quand même pas mal de bonnes idées pour essayer de trouver un petit peu des leviers et autres, et se dire aussi combien ça coûte un enfant, qu'est-ce qu'il faut anticiper, et ça franchement je vous invite à l'écouter si vous êtes dans cette situation là, parce que pour être passé récemment dans la parentalité moi aussi, j'avoue que il y a beaucoup d'échos en fait, il y a beaucoup de choses qui résonnent et elles tapent assez juste assez régulièrement. Autre podcast que j'ai écouté, ou que je suis en train d'écouter pour être tout à fait franc, c'est sur la chaîne Coup Critique, le podcast autour d'Horrifique, puisque j'aime bien un petit peu voir ce qui se fait à gauche, à droite, et puis le podcast Coup Critique donc, est très sympa à écouter, j'ai écouté plusieurs épisodes de ce podcast, et à chaque fois c'est plutôt intéressant, et donc je me suis dit, sur un jeu que j'ai reçu et que je n'ai pas encore complètement lu, avoir d'autres avis et autres, d'une chaîne de podcast que j'apprécie,
bah tant mieux, allons-y. Et sinon pour terminer cette semaine, bah, j'ai joué à Cult Divinité Perdue en français, donc Divinity Lost en anglais, donc la nouvelle version du jeu de rôle Cult en version PBTA. C'était notre deuxième session et ça s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé que le système pour le coup était plus fluide. Alors notre scénario c'était plus orienté vers l'horreur et vers la confrontation à l'horreur, là où la première session était plus dans l'enquête et la recherche d'indices. C'est là qu'on voit en fait que le PBTA est un système de jeu en fait qui oriente réellement le jeu, puisque autant j'ai trouvé que les moves étaient pas forcément folichon pour toute la partie enquête, autant pour la gestion de la confrontation, le move d'encaisser les blessures que je comprenais pas très bien avant de le mettre en pratique, et que une fois mis en pratique, effectivement, je trouve que ça a un intérêt assez fou et c'est assez stressant. C'est un move qui permet d'amener une certaine pression. Donc dans un jeu horrifique, c'est plutôt intéressant. J'ai trouvé que autant sur la partie horreur, le jeu faisait vraiment bien le taf et rendait le scénario très fluide. Après bon, le principe d'avoir un scénario pour un jeu PBTA, ça reste toujours un petit peu voilà. Mais après, je suis le scénario, on va dire, à la grosse maille, je prends les indices qu'ils ont disséminés dans le scénario, j'organise plutôt ça comme une succession de scènes dans laquelle les différents joueurs vont piocher pour ensuite aller trouver tel ou tel indice et déclencher tel ou tel événement. Là, je m'en sors pas trop mal, mais j'imagine que pour un MJ débutant en PBTA se disant qu'il va jouer un scénario traditionnel en suivant à la lettre, ça va être un peu déroutant, surtout le fait de devoir à chaque fois faire de l'impro à chaque succès partiel ou à chaque échec. En tout cas, pour nous, ça s'est plutôt bien passé et ça s'est même mieux passé que la première session. Voilà, ça sera tout pour cette semaine de Valkan. Je vous invite à venir me laisser des commentaires sur Mastodon. N'hésitez pas aussi à laisser des messages parce que maintenant je vais être sur Spotify pour Podcaster, donc vous allez pouvoir me laisser des messages audio normalement sur la partie podcast pour que si vous avez des questions, si vous voulez que je creuse un sujet, si vous voulez que j'explique certaines choses où je suis passé un petit peu rapidement dessus, n'hésitez pas. Et puis si ça vous va, je vous dis salut et à la semaine prochaine.